Les domaines de l'énergie, de l'agriculture et de la santé du Tchad sont entre autres secteurs qui intéressent les hommes d'affaires indiens. En visite dans notre pays, ils sont allés exprimer leurs ambitions d'investir le pays. Au ministre des Affaires étrangères, Amin Abbasidik. Dans le cadre de la riposte de la pandémie de Covid-19, la Fondation Brothers a remis le matériel médical à l'hôpital général de référence nationale en présence de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad. Reportage à suivre dans une dizaine de minutes. Et puis, la deuxième édition de l'élection Miss CEMAC. L'événement devra avoir lieu en décembre prochain. La présidente du comité d'organisation Isabelle Ousna Kassir est allée solliciter le soutien de la représentation nationale auprès de son président Haroun Kabadi. Il est 20h partout au Tchad. Vous êtes sur Télé Tchad. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Le Tchad intéresse les hommes d'affaires indiens. Une délégation d'hommes d'affaires indiens séjourne dans notre pays, conduit par le consul honoraire du Tchad en Inde. La délégation s'est rendue ce matin au ministère des Affaires étrangères pour s'entretenir avec le chef de la diplomatie tchadienne, Amin Abbasidik, sur leurs intentions d'investir au Tchad. Guillaume Benguiri. C'est une délégation des hommes d'affaires indiens qui est reçue par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Amin Abbasidik. Ces hommes interviennent respectivement dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et entre autres. Conduite par le consul honoraire du Tchad en Inde, Abhinav Puri, l'équipe a échangé avec le chef de la diplomatie tchadienne sur les possibilités d'investissement au Tchad. Le ministre des Affaires étrangères rassure ses hôtes de la disponibilité de son département à appuyer et faciliter la venue et l'installation des investisseurs sur le territoire tchadien. La délégation s'est aussi entretenue avec le ministre sur le renforcement des liens de coopération bilatérale. Le séjour de la délégation indienne au Tchad prévoit plusieurs autres rencontres avec les ministères concernés dans leur domaine d'intervention. De la diplomatie encore, mais dans le domaine de la santé, la Fondation Brothers a remis de matériel médical à l'hôpital général de référence nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, Jessica Davis-Ba, et le directeur général du ministère de la Santé publique. Témoignage, Abdelhadi Mohamed Saleh. C'est dans le but de soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre la pandémie de coronavirus que la Fondation Brothers, conduite par les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, vient de faire un don de matériel médicaux à l'hôpital général de référence nationale. C'est le directeur général du dit département, Ismaël Bahar Bachar, représentant les ministres, qui a réceptionné ces dons. C'est une assistance par les citoyens, pour les citoyens, par les citoyens américains, pour les citoyens tchadiens. Et grâce à la générosité du peuple américain et aux contributions du ministère de la Défense des États-Unis, nous pouvons voir ce don transféré au peuple tchadien ici à l'hôpital général de N'Djamena. Et grâce à de multiples agences gouvernementales et à la Fondation Brothers, nous avons pu coordonner et faciliter ce don de plus de 275 millions de francs CFA de matériel médical. Le directeur général de l'hôpital général de référence nationale, Dr Saleh Abdoussalam, et le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale se sont relayés pour exprimer leur gratitude à la Fondation Brothers pour cet élan de solidarité. La cérémonie qui nous réunit dans cet après-midi consacre la remise officielle, comme on a dit, des dons de matériel et de
des équipements, des consommables, biomédicaux à l'hôpital ou au centre hospitalo-universitaire de référence nationale, qui va certainement lui permettre donc, de rehausser ou d'améliorer la prestation de services. Ismaël Bahar Bachar a réitéré la ferme volonté du corps médical de s'investir dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Voyons également de ce qui en est de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 24 septembre 2020. Sur 386 échantillons analysés, 7 cas confirmés en N'Djamena, dont 4 contacts des précédents, 6 guéris portant le total à 1003, 0 décès, le total reste à 82, 87 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 et de 1117 répartis dans 17 provinces du pays. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oshemi. Rendons-nous tout de suite au Palais de la démocratie où le président de l'Assemblée nationale, Dr Harouna Kabadi, a reçu la présidente du comité d'organisation de la Miss CEMAC 2020, Kassire Isabelle Housna, puisqu'il s'agit d'elle, est allé solliciter le soutien du président de l'Assemblée nationale pour l'organisation de la 2e édition qui devra donc se tenir en décembre prochain. Thomas Ousmane Djali. Dans le souci de redynamiser l'intégration économique, sociale et culturelle de la sous-région, les jeunes Tchadiens, par le biais de l'agence de la communication Africom, ont initié en 2015 le projet intégrateur relatif à l'élection Miss CEMAC. En cette journée, la présidente du comité d'organisation s'est présentée au président de l'Assemblée nationale, Dr Harouna Kabadi. Le comité entend organiser la 2e édition de l'élection Miss CEMAC après celle de 2015 d'ici décembre prochain. Elle sollicite le soutien du président de cette grande institution de la République pour accompagner cette initiative qui contribue à la valorisation des cultures et au renforcement des liens de coopération dans la zone CEMAC. Depuis quelques mois en train de réaliser, de travailler sur ce projet, et vous savez qu'il y a la Covid qui est là et toutes les activités sont ralenties, et il y a déjà au niveau de la CEDEAO, l'élection de Miss CEDEAO, il n'existe pas d'élection au niveau de notre sous-région. C'est ainsi que les jeunes ont pensé pourquoi ne pas initier ce projet au niveau de la région, sous-région CEMAC. Et c'est ainsi que nous sommes venus présenter le projet, le bien fondé, qui est par les jeunes, faire un brassage culturel au niveau de la sous-région. La 2e édition de l'élection Miss CEMAC verra la participation de partenaires et des opérateurs économiques en vue de donner une visibilité aux actions, souligne la présidente du comité d'organisation, Kassire Isabelle Housna. Ce journal se poursuit avec la descente de terrain du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Le ministre Patale Géo a visité l'espace culturel Talino Manou et l'hôtel Hilton fermé depuis décembre 2019. Le mobile de cette visite dans ce reportage de Damgué, Joël Lidney. À l'espace culturel Talino Manou, le chef du département du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Patale Géo, est venu s'enquérir de l'état de fonctionnement de cet établissement qui constitue le quartier général des artistes. Après une visite guidée conduite par le directeur de l'espace Talino Manou, Youssouf Diaoro, dans les différents compartiments, le ministre a eu une réunion avec les différents responsables. Les difficultés liées au fonctionnement de ce centre, à savoir le manque de crédits de fonctionnement, l'absence des archives et surtout la disparition des matériels, sont évoquées. À cette dernière préoccupation, le ministre donne des orientations. Comment se fait-il que les dotations disparaissent? Ça, je pense qu'il y a un laisser-aller. Je vais dès demain envoyer une mission d'inspection pour exactement me faire sortir la situation des dotations passées. De cet espace, le cap est mis sur l'hôtel Hilton fermé depuis décembre 2019. Le ministre Patale Géo et son staff ont fait le tour de cette infrastructure. Mon ministère en charge du développement touristique a besoin des hôtels à travers le pays. Nous allons donc nous asseoir avec le pôle bancaire
pour développer des stratégies pour la reprise en main de la gestion de cet hôtel. Le chef du département du développement touristique, de la culture et de l'artisanat est optimiste quant à l'engagement des plus hautes autorités à trouver une solution à la crise et à entraîner la fermeture de cet hôtel. Et puis on enchaîne avec la journée nationale de la promotion de l'artisanat qui se célèbre tous les 24 septembre de l'année. Nous en sommes à la 6e édition et l'on s'interroge quel est l'apport de l'artisanat dans l'économie nationale ou encore comment faire pour développer ces secteurs. Élément de réponse avec Damgué, Joël Lidné. Fort des 274 métiers qu'il génère, l'artisanat constitue un levier incontournable de l'économie nationale. Institué chaque 24 septembre par décret 863 du 4 novembre 2010, la journée nationale de promotion de l'artisanat prouve à suffisance que les pouvoirs publics accordent de l'importance à ce secteur dans leur agenda politique. Au-delà de l'exposition des œuvres d'art qui la caractérisent, cette journée donne lieu à réflexion sur l'engagement des différents acteurs pour la création de conditions favorables à l'éclosion de l'artisanat au Tchad. Étant l'expression des valeurs socio-culturelles, l'art doit être valorisé. Loin de promouvoir le nationalisme à outrance, le Tchadien doit s'efforcer à consommer le produit des artistes locaux car le triste constat est qu'il a l'habitude de donner une considération particulière aux produits venant de l'extérieur au détriment de ceux de son pays. Ceci est visible à travers la consommation des œuvres musicales. Si les citoyens doivent promouvoir les œuvres locales, les artistes doivent à leur tour se battre pour être compétitifs sur le marché international. Pour y parvenir, seul le travail et surtout le travail bien fait compte. Le regard est également tourné vers le gouvernement qui se doit de renforcer le cadre institutionnel, juridique et réglementaire de l'artisanat au Tchad. Aussi, l'État, en partenariat avec les institutions privées, doit mobiliser des fonds nécessaires pour appuyer les artistes et artisans. Cet appui doit être concret à travers la multiplication des centres de formation et l'octroi des bourses d'études et de stages aux concernés dans les pays qui ont connu des avancées en la matière. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, lui, s'est rendu ce jeudi à la direction générale de l'Agence nationale des titres sécurisés et aussi au centre d'enrôlement du 7e arrondissement. Le ministre Mahamat Tahir Orozi est allé s'enquérir des réalités du terrain. Amani Sakazina. L'Agence nationale des titres sécurisés, ANAT, reçoit la visite du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Mahamat Tahir Orozi. Il est accueilli par le président du conseil d'administration de l'ANAT, Mohamed Béchir Chérif, qui était accompagné du directeur général, Mohamed Oumar Kessou. Aussitôt arrivé, le chef du département en charge de la sécurité publique et de l'immigration a eu des échanges avec les responsables techniques de l'ANAT. Une prise de contact qui a permis au ministre de mieux comprendre le fonctionnement de l'agence. Après quoi, le ministre et sa suite ont eu droit à la visite des différents services de production et de délivrance des titres, notamment le service contrôle et vérification et le système de production des titres. Là, Mohamed Tahir Orozi a posé plusieurs questions au directeur technique de l'ANAT, Mahmoud Adam Mahamad. Vous avez une capacité de produire combien de titres sécurisés par jour? Questionne le ministre. Environ 10 000, lui répond le directeur technique. Au centre d'enrôlement du 7e arrondissement, le ministre s'est soumis aux mêmes exercices en visitant tour à tour les différents services. De l'enregistrement des usagers à la validation des documents, le ministre et sa suite n'ont constaté aucun manquement. Avec quelques usagers prêts à être enrôlés, Mohamed Tahir Orozi a posé des questions sur la qualité d'accueil et a reçu des réponses convenables. Globalement, l'on retiendra de cette descente inopinée un sentiment de satisfaction, informe le ministre. Pendant cette visite, différents responsables techniques de cette institution nous ont fait un briefing cohérent. Ils nous ont montré comment les systèmes fonctionnent et j'avoue ici que les systèmes fonctionnent très bien, dans de très bonnes conditions. Et nous avons aussi voulu visiter le centre de 7e arrondissement pour nous imprégner. Et comme vous l'avez constaté, c'est une visite imprévue pour voir réellement est-ce que les gens travaillent aussi, comme ils l'ont dit au niveau de la direction centrale. Et comme vous l'avez constaté, les gens travaillent bien et que les usagers ne se plaignent pas, et les mesures barrières sont bien respectées. Et je dis bravo
aux responsables de l'agence pour leur organisation et en même temps les utilisateurs des machines et aussi les responsables du centre. Selon le ministre Mohamed Tahir Ourozi, le gouvernement tchadien ambitionne créer dans chaque province un centre d'enrôlement des demandes et de délivrance des titres sécurisés de manière à desservir tout le pays. Retenez que dans le but d'instaurer un cadre d'échange entre les médiateurs agro-pastoraux et les autorités administratives et les partenaires en matière de résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles, il est organisé une rencontre nationale de médiation agro-pastorale au Sahel. La rencontre se déroule ici même en N'Djamena et c'est à l'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire. Le ministre de l'élevage y a pris part. Reportage Mohamed Seïd Abakar. Au Sahel, le mode de vie des communautés pastorales et agricoles est impacté par la raréfaction des ressources naturelles. Une situation qui entraîne souvent des conflits entre ces communautés sœurs. Cette question au centre de cette rencontre préoccupe le Centre pour le dialogue humanitaire. Les médiateurs agro-pastoraux, les autorités administratives et les partenaires techniques et financiers autour d'une même table pour échanger sur la prévention et la résolution des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles et la transhumance. Ceci pour faciliter le dialogue entre les communautés, les autorités et les partenaires pour la prise en charge des besoins en développement identifiés par le médiateur agro-pastoraux. La résolution des conflits agriculteurs-éleveurs passe par la sécurisation des activités du monde rural dans un climat de paix, d'entente et de solidarité. Des mécanismes ont existé et existent encore à cet effet. Il y a lieu d'œuvrer à l'enforcement et cela passe par le développement de la concertation à tous les niveaux. Le représentant des médiateurs agro-pastoraux, Abakar Abakoura Adji, a sollicité l'implication des autorités administratives dans l'amélioration des cadres légaux de gestion des conflits. Le ministre de l'élevage et des productions animales a quant à lui salué l'initiative du Centre pour le dialogue humanitaire au Sahel. C'est le lieu pour moi de saluer cette démarche qui contribue à la recherche des solutions aux problèmes par la voie du dialogue et la concertation. Cette rencontre permettra sans doute de trouver des solutions aux difficultés énumérées. À l'issue de cette rencontre, les participants entendent préconiser des pistes de solutions pratiques aux problèmes identifiés par les communautés locales. Les cadres du ministère de l'Agriculture sont réunis à la faveur d'un atelier de validation technique du rapport de l'étude sur les outils d'opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation du plan national d'investissement du secteur rural. Les travaux sont sous la supervision du ministre Abdoulaye Diar. La Chagbe, Baba Medisiri. Une étude conduite à la fin de l'année 2018 a permis de faire l'état des lieux des dispositifs suivi évaluation de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et l'agriculture durable et de proposer le modèle de dispositif du suivi d'évaluation orienté vers les résultats Ségor. C'est dans cette optique qu'un manuel de suivi évaluation des collectes de données a été élaboré. Le dit manuel qui propose la mise en œuvre de ce projet a été rendu disponible en mars 2020. Ce document ayant fait l'objet d'une revue interne a débouché sur l'actuelle version soumise aujourd'hui aux participants afin de recueillir leurs contributions pour l'amélioration de son contenu en vue de sa validation. Tout en invitant les participants à examiner objectivement ces documents laissés à leur appréciation, le représentant de la FAO au Tchad réaffirme la disponibilité de son institution d'apporter son appui au gouvernement. Avec les résultats de cette étude, nous pensons que le Tchad vient de réaliser un pas important dans la mise en place de ce mécanisme de suivi-évaluation et qu'il est désormais en capacité d'atteindre son objectif qui est de contribuer à améliorer la gouvernance des activités contribuant à la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable. Ceci, bien entendu, à travers le suivi des progrès enregistrés, mais aussi des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes qui concourent au succès du plan national d'investissement pour le secteur rural. Pour le ministre de l'Agriculture, le monde rural demeure la priorité du gouvernement. C'est pourquoi il demande à toutes les parties impliquées dans la coordination de ce projet à un ferme engagement. Et la mise en œuvre effective des PNUCR, combinée au plan de réponse d'urgence alimentaire face à la Covid-19,
constitue une impérative si nous voulons agir efficacement à court et moyen terme sur les causes conjoncturelles et structurelles de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et, partant, changer la situation actuelle du monde rural en saisissant et en valorisant les opportunités multiples qui s'ouvrent à lui. Il s'agit de jeter les bases d'un développement durable. Il est attendu de cet atelier qui regroupe une quarantaine de participants l'adoption de la feuille de route pour l'exécution de la prochaine étape de ces projets. Le rapport des études réalisées dans 6 zones bioclimatiques au Tchad au centre d'une rencontre ayant regroupé les cadres et experts du ministère de l'hydraulique urbaine et rurale. Il a fallu 2 jours de travaux pour que le document soit validé. Désormais, les activités de lutte contre le changement climatique seront programmées en fonction de ce rapport, nous dit Noubadoumbaï Taloumadi. Les menaces liées au changement climatique se multiplient. Pour inverser la tendance, il est impérieux pour les pays en voie de développement de s'appuyer sur des techniques et expertises visant à contribuer à la protection du cadre de vie de la population contre ces menaces. Le rapport d'étude de vulnérabilité dans les zones climatiques, document déterminant soumis pour l'examen, est validé. Au terme de 2 jours de travaux, d'échanges et de fructueux débats autour de 2 rapports portant respectivement sur l'analyse des vulnérabilités des changements climatiques dans les secteurs prioritaires sensibles et l'analyse genre et changement climatique présentée par les consultants. Vous avez eu à travailler d'arrache-pied et amender et enrichir les documents. Les mesures d'adaptation réduisent la vulnérabilité et favorisent la résilience aux risques climatiques existants et à venir au niveau national, régional que communautaire. Je peux vous rassurer que notre département fera sienne les recommandations qui ont été formulées à l'issue des présentes assises. Il ne nous restera plus qu'à élaborer une feuille de route pour la mise en œuvre et le suivi de toutes les actions. Les études menées ont mis l'accent sur les mesures d'atténuation et d'adaptation qui réduisent la contribution des activités humaines au changement climatique, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis la Commission nationale électorale indépendante CENI se prépare pour les prochaines élections. Entre consultation et autres sensibilisations, l'institution a entamé avec la formation des agents recenseurs. Ce sont donc les superviseurs, opérateurs et des saisies et les suppléants. Nous dit Abdelaziz Oumara Saballa. La révision du fichier électoral nécessite des agents recenseurs, des aptitudes et des notions dans le domaine. C'est pour mieux cerner le processus d'enrôlement que la Commission électorale nationale indépendante forme les superviseurs, les opérateurs et suppléants. Sur 434 candidats pour le poste de superviseur, 747 opérateurs et 676 suppléants, vous étiez sortis parmi les 13 postes à pourvoir des superviseurs. Les délégués de la CENI d'Indjamena, Adjib Oulamalla, appelle les agents recenseurs à accorder une attention soutenue à cette session, car selon les délégués, cette session de formation est déterminante pour la réussite du processus électoral. Dans son mot d'ouverture de travaux, le conseiller aux affaires économiques du délégué général du gouvernement auprès de la commune d'Indjamena relève l'importance de cette formation. Le Tchad est aujourd'hui havre de paix et de démocratie. Chers jeunes, votre formation en tant qu'agent recenseur s'inscrit dans le cadre de ce processus. Je lance officiellement la formation et vous demande d'être réceptif, attentif et discipliné pour des excellents résultats au bénéfice de tous. Les superviseurs, opérateurs et suppléants auront 6 jours pour maîtriser tous les contours liés à l'enrôlement de ceux qui n'avaient pas atteint l'âge de voter aux élections passées et les personnes ayant changé de circonscription électorale. Et puis dans le même registre, les cadres ressortissants du Bar El Ghazal apportent leur appui au processus de la révision du fichier électoral. Ils ont tenu une réunion de concertation au palais du 15 janvier pour définir les modalités pratiques et les stratégies à mener pour la réussite de cette opération. Doba Robert.
À quelques jours du lancement de l'opération liée à la révision du fichier électoral, les cadres ressortissants et les militants du mouvement patriotique du Sahel du Bahr El Ghazal se mobilisent. Ils entendent sensibiliser la base sur le bien fondé de cette phase du processus électoral. Les modalités pratiques et les stratégies ont été définies au cours de cette réunion de concertation présidée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement cadre de la province du Bahr El Ghazal. La population du Bahr El Ghazal est en majorité une population nomade et rurale. Donc il est important qu'une sensibilisation soit menée et en tant que ressortissants de cette province, nous avons l'obligation de nous organiser, d'aller vers la base, donc d'expliquer un peu à tous nos corégionnaires l'importance du recensement. Ce n'est pas seulement une réunion de simples militants. Je pense que tous les gratins de la province sont là. Ce qui est intéressant, nous regardons tous dans la même direction et nous sommes fortement motivés et mobilisés pour effectivement non seulement aller faire le recensement, mais aussi relever ensemble les multiples défis auxquels se trouve confrontée notre province. Les cadres ressortissants du Bahr El Ghazal tiennent en outre à rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, pour les efforts consentis pour le développement socio-économique de leur province. Le maréchal du Tchad a beaucoup investi dans cette province et je pense qu'il a un sentiment tout particulier pour cette province. J'en veux pour preuve le fait qu'il a une résidence. Il n'y a que 2 villes au Tchad, ou peut-être 3, où il a une résidence en permanence. Et ça, c'est un motif de fierté pour nous et c'est un motif également de mobilisation pour effectivement apporter tout notre soutien au maréchal. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Pour cette vaste campagne de sensibilisation, les cadres du Bahr El Ghazal entendent descendre sur le terrain ce 30 septembre 2020. Sont concernés par cette opération certains de nos compatriotes qui viennent d'atteindre l'âge de la majorité et ceux qui ont eu à changer de résidence. En mission politique dans le Kanem, le directeur général de Sidigué International a fait un don au district sanitaire de Noukou. Le don est composé des lits, des draps et autres matériels sanitaires. Youssouf Abdraman Adigat. Le district sanitaire de Noukou vient d'être doté de lits, de matelas et de draps, le tout d'une valeur de 10 millions de francs CFA. C'est le directeur général de Sidigué International, Abakar Mohamed Tahir, qui a fait ces dons. Ces équipements permettront à cette formation sanitaire de mieux prendre en charge les patients. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Noukou, ce geste de bienfaisance vient concrétiser le besoin tant exprimé par la formation sanitaire. C'est pourquoi Mohamed Moussa Mahdi a exprimé toute sa reconnaissance aux bienfaiteurs. Ce sont des frères, ils nous ont promis, on est très contents. À chaque fois qu'il y a une situation, on les informe, parce que ce n'est pas la première fois. D'autres choses également, je connais qu'est-ce que M. Abakar Tahir, Mohamed Tahir a fait pour Noukou. Ça, je crois que tout le monde le connaît. Ce n'est pas à moi de le dire parce qu'il nous a toujours assistés. Pour la députée du département du Kanem, Achita Béchir, ces dons manifestations de générosité est un bel exemple à suivre par tous les fils de la province. Pour elle, le développement de la province passe nécessairement par la contribution de ses cadres. Le gouverneur de la province de Kanem, Hassan Terab, a exprimé ses vifs remerciements au directeur général de Sidigué International, Abakar Mohamed Tahir, pour ces dons combien bénéfiques pour le district sanitaire de la ville de Noukou. Le plus heureux, c'est moi, parce que je suis le gouverneur de la province. Je suis le plus heureux. Pourquoi je le dis? Parce que la population, j'ai l'entière responsabilité. Et si aujourd'hui quelqu'un vient en aide à cette population, je serai le plus comblé. Dire merci, infiniment merci au camarade Abakar Mohamed Tahir pour ce geste. D'abord le geste par rapport à la construction de la tribune, pour le geste, n'est-ce pas, d'offrir des lits et des matelas et également des draps aux malades. Ça, c'est un geste humanitaire. Avant cette cérémonie, le directeur général de Sidigué International a posé la première pierre de construction d'une tribune officielle d'une capacité de 400 places, financée à la hauteur de 80 millions de francs CFA. Cette infrastructure sera réalisée d'ici 3 mois. Dans la province de Hadjalamis, les membres du bureau exécutif du conseil départemental du MPS de Ngoura sont installés. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le secrétaire général provincial du MPS, Abakar Moussa Kale. Béam Bengueri. Composé de 22 membres, dont Mohamed Rama,
en est le secrétaire exécutif, le bureau du conseil départemental du mouvement patriotique du salut MPS de Ngoura vient d'être installé. La nouvelle équipe s'est fixée comme objectif de défendre les idéaux de leur formation politique. Le choix a été très difficile parce que nous avons 5 candidats qui sont aussi tous importants pour nous. Mais les précurseurs ont fait leur travail et le meilleur a passé. Je n'ai pas dit qu'il est plus meilleur que eux, mais ils ont choisi l'un parmi eux pour faire le travail. Ce travail va être très difficile. Pourquoi? Parce que nous sommes à la veille du recensement électoral. Et aussi, après le recensement électoral, nous aurons aussi les élections présidentielles. Je demande aux filles et aux fils du département d'Angoura de prendre leurs responsabilités. Le respect de la hiérarchie du parti, c'est sur quoi insiste le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du salut des Hadji Lamis. Abakar Moussa Kali appelle ses camarades à envahir tous les coins et recoins de leur département afin de préparer les jeunes en âge de voter à se faire recenser massivement, et c'est pour des victoires éclatantes aux prochaines consultations électorales. En sport football, parlons de ce match amical qui a opposé hier au stade Idriss Mahamat Ouya les Sao du Tchad au Crocodile du Soudan. Score de la rencontre 3-2 en faveur du Soudan. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a assisté à la rencontre. Les temps forts de cette rencontre avec Yann Mouivé. Éliminés de la course au mondial 2022 par les crocodiles du Nil du Soudan, les Sao espéraient prendre leur revanche à travers cette rencontre amicale qui plus est leur premier match à domicile depuis le déclenchement de la crise sanitaire de Covid-19. C'est avec cet esprit revanchard que les Tchadiens abordent le match et obtiennent un pénalty dès la 2e minute. Un pénalty que va manquer le capitaine des Sao, Jiminam Léger. À la 10e minute, la défense tchadienne est fautive dans sa surface des réparations. L'arbitre indique le point de pénalty. Contrairement à l'attaquant tchadien, le Soudanais Mohamed Abdirahman ne tremble pas et ouvre le score. Menés 1-0, les poulains d'Emmanuel Trégoat vont tenter des incursions sporadiques dans le camp adverse. C'est ainsi qu'ils parviennent à égaliser puis à prendre l'avantage. 2-1, c'est le score à la fin de la première partie. À la reprise, le jeu change de physionomie avec les remplacements opérés par l'entraîneur du Soudan, Hubert Velud. Acculés de toutes parts, les Tchadiens se recroquevillent dans leur moitié de terrain. En face, le Soudan déroule en inscrivant 2 buts et reprend l'avantage. C'est sur ce score des 3-2 en faveur du Soudan que s'achève la rencontre. Pourquoi les Sao ont-ils encore déçu? L'entraîneur Emmanuel Trégoat semble avoir identifié le problème. Maintenant, il faut qu'on puisse travailler, il faut être encore un peu plus de rigueur et de discipline. Et puis que les joueurs prennent conscience que le niveau international, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit être pendant les 90-100 minutes, on doit être tout le temps concentré, motivé et rigoureux. On ne peut pas laisser une action on l'a vu sur le 3e but où le joueur il a le temps de faire ce qu'il veut alors que on peut dégager le ballon. Les Sao rejoueront contre les Soudanais ce 25 septembre 2020. Reste à savoir comment ils vont se comporter. Merci Yann. Et justement, avant cette rencontre, cette 2e rencontre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, s'est rendu ce soir au stade Idriss Mahamat Ouya pour encourager la délégation soudanaise pour le choix du Tchad pour livrer ce match amical. Retrouvons une fois de plus Donodi Nestor. Cette descente du ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian, accompagné de l'ambassadeur de la République du Soudan au Tchad, au stade Idriss Mahamat Ouya, vise à encourager l'équipe soudanaise qui a fait une belle sortie hier face au Sao du Tchad dans un match amical. La présence de cette délégation soudanaise au Tchad réjouit le chef du département en charge des sports. Le Tchad est un pays qui accueille tout le temps le pays du Soudan et pour ce faire, nous leur ouvrons tout le temps notre frontière pour qu'ils puissent revenir de temps en temps. Qu'ensemble on puisse développer nos équipes et s'entraîner de temps en temps pour que chaque équipe puisse en réalité avoir les aptitudes pour pouvoir atteindre le niveau qu'il faut. Donc nous vous remercions vraiment chaleureusement pour cette venue ici au Tchad
et souhaitons dans la fraternité un bon deuxième match demain. Nous espérons encore vivre ce spectacle qu'on a vu hier et vous encourageons vivement. Appréciant la visite du ministre et son staff, le chef de mission de la délégation soudanaise, Hassan Borgo, s'est dit comblé de l'accueil qui leur a été réservé. Hassan Borgo d'ajouter que le choix du Tchad pour ces matchs amicaux n'est pas fortuit, car entre ces deux pays frères règne une parfaite relation. Il dit également apprécier les talents de Baké Djibrine, Karim Yaya et Ibrahim Ngaroudal. Les crocodiles du Nil livreront le match retour ce 25 septembre 2020 au stade Idriss Mamad Ouya. Cette édition se referme. Restez sur Télé Tchad. Prochain point complet de l'actualité, ça sera à 23h30. Entre-temps, prenons rendez-vous pour demain, 20h.